Bonjour. Nous avons vu la première séance que les rayons X sont produits en appliquant une différence de potentiel relativement élevée entre une cathode qui est un élément thermoémissif, généralement le tungstène, et une anode métallique, le tout dans une enceinte dans laquelle il y a le vide. Alors, la cathode est en tungstène élément thermoémissif, c'est-à-dire que si on lui applique une basse tension, cet élément va chauffer et les électrons vont entrer en agitation thermique. Et du fait de la grande différence de potentiel entre l'anode et la cathode, les électrons sous agitation thermique vont être attirés vers l'anode. Et donc, ils vont venir frapper l'anode, libérant ainsi les rayons X. Signalons que l'anode comprend un système de refroidissement pour évacuer la chaleur qui est produite. Alors, si on place un détecteur à la sortie du tube, c'est-à-dire ici par exemple, pour essayer de mesurer l'énergie ou les longueurs d'onde du rayonnement qui est émis, on constate que cette énergie ou cette longueur d'onde ou ce rayonnement a une allure comme suit. Il existe une ligne de fond qui passe par un maximum et puis qui diminue, mais également on observe donc des raies ou des pics qui correspondent à des valeurs bien particulières des longueurs d'onde. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, en fait, il s'agit tout simplement de la superposition d'un spectre qu'on appelle continu ou spectre de freinage et d'un spectre de raies bien caractéristique qu'on dit spectre discontinu. Alors pourquoi de raies? Quelle est l'origine et pourquoi cette différence? Eh bien, en fait, il s'agit, lorsque les électrons viennent frapper l'anode, il y a deux phénomènes qui sont bien distincts qui ont lieu. Donc l'électron accéléré arrive, qui vient de la cathode, arrive sur l'anode, et on on obtient un spectre continu et un spectre de raies. Le spectre de raies, donc l'émission, le rayonnement émis, qui est appelé spectre continu, est appelé également rayonnement blanc ou rayonnement de freinage. Et le spectre de raies caractéristique est appelé également spectre discontinu. Alors, détaillons maintenant l'origine de ces émissions ou de ces spectres. Alors, concernant l'émission de spectre continu ou rayonnement blanc ou rayonnement de freinage, alors les électrons de la cathode qui arrivent au voisinage des atomes de l'anode, lorsqu'ils arrivent, s'ils ne rencontrent pas d'obstacles, c'est-à-dire s'ils ne rencontrent pas d'autres électrons avec qui ils peuvent avoir des chocs, eh bien, ils vont être attirés par le noyau de charge Ze+, beaucoup plus grande que la charge de l'électron. Et cette force d'attraction, elle est proportionnelle à Ze2 sur R2. Du coup, ces électrons vont voir leur trajectoire déviée, et du fait du freinage, donc ils vont perdre une partie de leur énergie, et cette énergie va être rayonnée sous forme de rayons X. C'est ce qui donne la ligne de fond dans le spectre que nous avons vu. Si on veut quantifier ou mesurer donc la valeur de ces énergies qui est rayonnée, nous savons que les photons qui sont émis, et donc ce rayonnement qui est émis a une énergie qui est inférieure à l'énergie cinétique des électrons qui lui ont donné naissance, c'est-à-dire que l'énergie cinétique des électrons provenant de la cathode est supérieure à l'énergie des photons qui sont émis par l'anode. Et si on remplace le tout par son expression, eh bien on a E égale à Hc sur lambda, qui est l'énergie du photon émis, inférieur ou égal à E égale E delta U, E étant la charge de l'électron, et delta U, la différence de potentiel, qui est également notée V. En remplaçant E en passant à l'équation en fonction de lambda, on arrive à une expression lambda supérieure ou égale à Hc sur EV, qui nous donne donc lambda est supérieur ou égal, ça veut dire que le lambda minimal est égal à Hc sur EV.
en remplaçant la constante d'écran, la vitesse de la lumière et la charge de l'électron par leur valeur, on arrive à une relation de ce genre. L'ondamine, en angstrom, est égale à 12 314 sur V. V étant la différence de potentiel et qui s'exprime en volts. On voit sur cette expression que la longueur d'onde minimale du rayonnement émis ne dépend que de la tension, c'est-à-dire ne dépend que de la différence de potentiel et non du métal de la cible. Le freinage dépend également de la distance à laquelle l'électron se rapproche du noyau, bien entendu, puisque la force d'attraction est proportionnelle à ZE2 sur R2, donc le freinage dépend également de R. Plus on va s'approcher du noyau, et plus l'attraction va être très grande. Et donc, si on représente sur un graphe les variations de l'ondamine avec le voltage, on constate qu'effectivement, lorsque la différence de potentiel augmente, eh bien, la longueur d'onde minimale diminue. On constate également sur ce graphique que lorsque la différence de potentiel augmente, l'intensité aussi augmente. L'intensité, en fait, est une fonction du numéro atomique Z et de la différence de potentiel V selon la relation empirique de Ulray. C'est-à-dire, plus on aura un atome avec un numéro atomique élevé, plus l'intensité sera grande. C'est le cas par exemple sur cette figure donc, de l'or, Z égale 79, qui a une intensité presque 3 fois plus grande que celle du chrome, Z égale à 24. Pour V, plus V va augmenter, comme on l'a déjà vu, plus l'intensité va augmenter. En fait, une partie très importante de l'énergie qui est perdue, de cette énergie qui est rayonnée sous forme de chaleur. Elle est convertie en chaleur. Donc lorsque ces électrons arrivent sur l'anode, donc au point d'impact de ces électrons avec l'anode, bien l'énergie qui est perdue, elle est convertie en chaleur, et presque 99%. C'est pour cette raison que, généralement, les anodes sont équipées d'un dispositif de refroidissement. D'ailleurs, bien souvent, les pannes des générateurs de rayons X sont dues à des défauts de refroidissement. Passons maintenant au spectre ou à l'émission du spectre de raies caractéristiques ou discontinues. Là encore, on voit des raies donc, qui correspondent à des valeurs qui ont des valeurs de longueur d'onde bien précises et qui ont des intensités beaucoup plus grandes, jusqu'à 1000 fois supérieures à celles du fond continu, du spectre continu. Et là encore, on constate que plus la différence de potentiel est grande et plus l'intensité des raies est importante. Et même si on augmente la différence de potentiel, on remarque que l'intensité augmente, mais pas la valeur de la longueur d'onde. Ça veut dire que cette valeur, elle est constante. C'est pour cette raison qu'on dit qu'elle est caractéristique. On va voir l'origine de ces raies et pourquoi ce sont des valeurs caractéristiques des éléments. Pour cela, donc, essayons de comprendre ce qui se passe. Alors, un électron accéléré qui arrive de la cathode, il arrive sur un atome de l'anode, il peut rencontrer des électrons sur son chemin comme il peut ne pas rencontrer d'électrons. Bon, supposons que cet électron arrive et rencontre un électron de la couche K, de la couche de cœur K. Si l'énergie de cet électron incident est supérieure à l'énergie de liaison de l'électron sur la couche K, il va l'arracher. Et en l'arrachant, l'atome se trouve dans un état excité, donc il est ionisé et donc il se trouve dans un état excité et il aura tendance à retrouver un état fondamental. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tout simplement, des électrons des couches supérieures vont venir remplacer celui qui a été arraché, soit la couche immédiatement supérieure, dans ce cas c'est la couche L, soit la couche M, soit la couche N, etc. etc. Et en venant remplacer cet électron, eh bien, la différence d'énergie entre ces deux niveaux, elle est rayonnée sous forme de rayons X. Sur cette animation, on voit si l'électron arrive donc,
et rencontre un électron de la couche K. Si son énergie est supérieure, il va arracher cet électron de la couche K. Et il se passe alors donc des transitions électroniques, c'est-à-dire qu'on va avoir des électrons des couches supérieures qui vont venir remplacer l'électron qui a été arraché, et du coup, ils vont émettre donc la différence d'énergie entre les deux niveaux, ils vont l'émettre sous forme de rayonnement. Et cette différence d'énergie qui est émise, c'est E égale W1 moins W2, W1 étant le niveau final vers lequel est arrivé l'électron, et W2 étant le niveau initial à partir duquel est parti l'électron. Si on suppose toujours qu'il s'agit d'un électron de la couche K, on aura, et que l'électron qui vient le remplacer vient de la couche L, la différence d'énergie, donc l'énergie qui est émise, c'est EK moins EL. Et comme ces énergies dépendent des énergies des atomes, donc les énergies des atomes des niveaux sont quantifiés, donc ces différences d'énergie sont également quantifiées. C'est pour cette raison qu'on dit que ce sont des raies ou des transitions caractéristiques des atomes constituant l'anticathode. D'ailleurs, elles sont indépendantes des conditions de fonctionnement du tube et ne dépendent que de la nature de l'anticathode. Même si on augmente la différence de potentiel, on l'a vu, donc la valeur de cette transition électronique reste la même. Alors pourquoi un spectre de Rey et pourquoi des valeurs quantifiées? Tout simplement, ceci s'exprime ou s'explique théoriquement à partir des transitions électroniques dans les couches profondes des atomes de l'anticathode. Alors Moseley avait donné que pour une raie déterminée, donc sa fréquence est donnée par la relation mu égale à A, Z moins sigma au carré. A étant une constante et sigma est la constante d'écran. Et pour les atomes ou les éléments avec un numéro atomique de 20 à 30, c'est-à-dire pour les éléments de transition 3D, on trouve pour les raies K, c'est-à-dire pour les raies que l'on obtient si un électron de la couche K est arraché, on trouve la relation suivante. Mu égale à 0,774 et 64 RH, RH étant la constante de Rydberg, fois C, vitesse de la lumière, fois Z moins 113 au carré. On remarque que plus Z sera grand, plus la fréquence sera élevée, c'est-à-dire à l'inverse, puisque la fréquence et la longueur d'onde sont inversement proportionnelles, plus Z sera grand et plus la longueur d'onde de la transition sera courte, sera petite. Et ce qui nous rapprochera, on va le voir plus tard, des valeurs des distances interatomiques. Alors, quelles sont les transitions que l'on peut avoir? Est-ce qu'on peut avoir une infinité de transitions? Eh bien non. Les transitions électroniques obéissent aux règles de sélection. C'est-à-dire que pour avoir des transitions électroniques, il faut que ces relations soient vérifiées. Delta L égale à plus ou moins 1, L étant le nombre quantique secondaire qu'on appelle également orbital, et delta J égale 0 ou plus ou moins 1. J étant le nombre quantique interne égal à L plus S. Donc on ne peut pas avoir n'importe quelle transition électronique, mais seules celles qui obéissent à ces règles pourront avoir lieu. Et on appellera ou on notera ces transitions électroniques, par exemple E grand X, Y, Z en indice, ou E, donc c'est l'énergie. À l'inverse également, si on part de longueur d'onde, ça va être lambda X, Y, Z, où X, c'est la couche K, L, M, la couche à partir de laquelle l'électron a été arraché, et on dira EK, lorsqu'il s'agit d'un électron arraché à la couche K. Y égale alpha, bêta, gamma, ça désigne la couche ou la sous-couche à partir de laquelle est venu l'électron qui a remplacé l'électron arraché. Donc si l'électron a été arraché de K,
si l'électron vient de L, on dira alpha. S'il vient de la couche M, on dira bêta, etc. On dira que ce sont des transitions EK alpha, EK bêta, etc. Et petit z, ben, ça prend les valeurs 1, 2 ou 3. Et il indique pour des transitions à partir de sous-couches voisines, à partir d'une même couche, il indique celle qui a la plus grande énergie. Et on dira EK alpha 1, EK alpha 2, EK, alpha, EK bêta 1, EK bêta 2, EL alpha, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de transitions électroniques, mais qui obéissent toutes aux règles de sélection. Et comme ces énergies donc, sont quantifiées, donc chaque transition électronique va nous donner un pic ou une raie qui est caractéristique de l'élément de la note. À titre d'exemple ou d'exercice, donc vous pouvez le faire chez vous, donc c'est le cas du cuivre par exemple, Z égale à 29. On vous donne ici les énergies des sous-niveaux du cuivre. Donc si on arrache un électron de la couche K, quelles sont les transitions électroniques qui vont avoir lieu et quelle est leur notation? Alors si on fait cet exercice, on va trouver que pour les K alpha, les longueurs d'onde des K alpha, on trouve des valeurs autour de 1,54. Pour les K bêta, des valeurs proches de 1,39 angstrom. Il est noté également que l'intensité des raies, donc de ces raies caractéristiques, dépend également de V, de la différence de potentiel, comme on l'a dit, mais elle dépend également pourquoi telle raie a une intensité beaucoup plus grande que l'autre. C'est tout simplement en raison des probabilités de cette transition électronique. Et je vous renvoie au cours de mécanique, de chimie quantique, donc pour voir un peu ce que ça veut dire que les probabilités d'une transition électronique, plus une transition a une probabilité importante d'avoir lieu et plus donc on va avoir son intensité qui est plus élevée. On a utilisé, on va encore utiliser plus souvent le mot intensité. Alors quelle est sa signification? Eh bien, l'intensité d'un faisceau X à peu près parallèle, noté généralement I, représente le flux d'énergie qui traverse par seconde l'unité de surface perpendiculaire au rayon moyen du faisceau. Mais comme généralement on considère que les rayons X sont une onde, sont considérés comme une onde, on considère la nature ondulatoire des rayons X, eh bien pour une onde, l'intensité elle est proportionnelle au carré de l'amplitude de vibration. Merci de votre attention.